Autogroupe AOM, partenaire de Mobilidé. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission de rentrée, bienvenue dans ce 152e numéro de Mobilidé, votre magazine automobile qui n'en finit plus de vous faire découvrir des lieux exceptionnels. C'est le cas ce mois-ci, nous sommes au musée Low Collection à Dietz-Ullstahl, petite ville allemande située entre Cologne et Francfort. Nous sommes dans une ancienne usine industrielle, comme vous le voyez, où sont rassemblées 150 voitures de 1886 à nos jours. Chacune a une histoire incroyable. Avouez que pour une émission de rentrée, on frappe très fort. Tout de suite, le sommaire de cette émission. À la fin des années 50, BMW est au bord de la faillite, jusqu'à ce qu'un petit coupé venu d'Autriche change tout. Né de l'audace et d'un dessin italien, la BMW 700 va séduire, surprendre et surtout sauver la marque. Un look moderne, 340 chevaux, 560 km d'autonomie et un vrai confort familial. Capri, ce n'est plus un coupé sportif, mais c'est une voiture qui se revendique bien dans son temps. C'est notre test du mois. Le Ford Ranger Wildtrak s'impose comme le 4x4 indispensable des sauveteurs sur le littoral de la mer du Nord. Grâce à sa polyvalence et son mode sable, il franchit dunes, sable et digues sans effort. On prendra la direction de Nieuport. Das ist die Privatsammlung von Professor Loh. C'est la collection privée du professeur Loh. Vor ungefähr 38 Jahren angefangen, Autos zu sammeln. Il a commencé à collectionner des voitures il y a près de 40 ans. Au début, il ne s'intéressait qu'aux Porsche, puis uniquement aux Mercedes, avant d'élargir sa passion à toutes sortes de modèles. Von 1895 bis heute. Rennwagen von Formel 1 über DTM. Sa collection couvre l'histoire de l'automobile de 1895 à nos jours, avec des voitures de course issues de la Formule 1, du DTM ou encore des 24 heures du Mans. Il y a quelques années, il a décidé de transformer cette collection privée en musée. Les travaux ont été lancés et le 23 juillet 2023, le Musée national de l'automobile a ouvert ses portes au public. Magnifique, ce Roadster 507 signé BMW. BMW que l'on retrouve dans le premier test rétro de cette nouvelle saison avec un modèle qui n'a pas battu des records de longévité mais qui a sauvé la marque bavaroise d'une disparition pure et simple. En effet, lorsque la 700 est apparue un peu par hasard, il était question du rachat de BMW par le géant Daimler-Benz ou quand l'histoire d'une petite auto a changé radicalement le cours de l'histoire. Si BMW compte parmi les marques premium à l'indiscutable succès, il n'en a pas toujours été ainsi. À la fin des années 50, la situation financière de la marque bavaroise était tout sauf confortable. En fait, sa gamme reposait sur des modèles radicalement différents, l'Isetta, tricycle aux aspirations populaires et à la ligne avant-gardiste, et les 503 et 507 qui donnaient clairement dans le haut de gamme avec des mécaniques V8. Résultat, les comptes étaient plombés et déjà à l'époque, les actionnaires tiraient la tête. Pire encore, il était question d'une fusion entre BMW et Daimler-Benz. Le salut viendra en fait d'Autriche. Distributeur de BMW dans son pays, Wolfgang Denzel était aussi le géniteur d'une petite voiture sportive, la Denzel Sport, qui entendait concurrencer la Porsche 356. Le modèle avait vieilli et l'idée de le remplacer par un petit coupé avait fait son chemin. La base allait être la BMW 600, directement dérivée de la fameuse Isetta.
Et ce petit coupé qui deviendra rapidement berline, le voici. Si la BMW 700 séduit dès le premier coup d'œil, c'est en raison de ses origines italiennes. Comme souvent, c'est en effet un designer transalpin, Giovanni Michelotti, qui va coiffer le châssis allongé de la 600 pour en faire la 700. L'architecture est par contre inchangée avec un moteur arrière et une transmission par les roues arrière. Avec la 700, BMW a abandonné en fait la forme futuriste de la 600 pour revenir à un style bien plus classique, des portes latérales et une forme tricorps. Quant au moteur en position arrière, il était encore répandu à l'époque pour les petites et moyennes voitures, même si ses jours étaient comptés. Fort du succès de sa 700, la Bayerische Motorenwerke a varié les plaisirs. Sont ainsi successivement apparues des versions cabriolet, Luxus, LS, etc. Une variante break a même été envisagée, mais jamais concrétisée. Elle a néanmoins existé, ayant été créée en Belgique par la carrosserie Jacques Kool. La BMW 700, dans sa version RS, a été utilisée en compétition. Elle a permis à plusieurs jeunes pilotes de l'époque, dont un certain Jackie X, de démontrer leur savoir-faire au volant. C'est d'ailleurs aux commandes d'une auto de ce type que X sera victime d'un spectaculaire accident resté dans les mémoires lors de la course de côte de La Roche en Ardennes en 1963. Plus de peur que de mal, heureusement. D'apparence modeste, la BMW 700 a brillé en rallye, sur circuit ou en course de côte. Préparée pour la compétition, elle a vu sa mécanique développer jusqu'à 60 chevaux, tandis que le poids de la voiture, débarrassé de tout ce qui ne servait à rien dans un tel contexte, était ramené à 600 kg. De quoi permettre à la petite Allemande de dépasser les 150 km/h en pointe et même de flirter avec les 200 selon les rapports de boîte privilégiés. Au total, ce sont plus de 188 000 exemplaires, dont 31 000 coupés qui sortiront des chaînes de production de BMW. Le succès mitigé de l'Isetta était oublié et sous la houlette de Herbert Quandt et Wolfgang Denzel, la marque allemande était prête pour la suite qui allait passer par une Neue Klasse dont les 1500, 1600, 1800 et 2000 allaient propulser BMW vers les sommets. La BMW 700 a de son côté eu une carrière assez réduite dans le temps, ne restant que 5 années au catalogue de la marque. Il aura donc fallu la géniale idée de son importateur autrichien de l'époque pour voir le destin de BMW évoluer de façon radicale. Cette BMW 700 date de 1961. Particularité, elle est restée dans la même famille tout au long de son existence, puisque c'est le papa de l'actuel propriétaire qui l'avait acquise. En 1989, elle a fait l'objet d'une restauration complète. Elle était blanche, elle est devenue jaune. Alors vous allez me dire pourquoi jaune ? Eh bien parce que le jaune était la couleur officielle de l'équipe nationale belge. Souvenir bien sûr. Et puis cette auto a déjà eu droit aux honneurs de la télévision. Souvenez-vous, RTL TVI, le JT de 13h, la rubrique d'un certain Léon Bataille qui avait procédé au test, à la présentation de cette BMW 700 et à l'époque, c'est un certain Jackie X qui en avait pris le volant. Jackie X qui a d'ailleurs dédicacé cet exemplaire. Das Museum beherbergt ungefähr 160 Autos. Le musée abrite environ 160 véhicules, chacun avec une histoire bien particulière. Wir haben beispielsweise den Lincoln Continental von John F. On y Kennedy. trouve par exemple la Lincoln Continental de John Fitzgerald Kennedy, la dernière voiture dont il est sorti vivant, une Porsche 959 pilotée par Walter Röhrl, l'une des deux Ferrari 50 aux jantes dorées jamais produites, ou encore le tout premier Bugatti homologué pour la route sous l'ère Volkswagen, un prototype unique. Ägide von Volkswagen eine Straßenzulassung bekommen hat, einen Prototypen. Und so geht das weiter. Bei den Rennwagen ist das genauso. Wir haben den einzigen Le Mans-Sieger. Du côté des voitures de course, la collection compte aussi le seul vainqueur des 24 heures du Mans d'Audi en main privée, la Ferrari de F1 la plus titrée de l'histoire et même la voiture avec laquelle Kimi Räikkönen a décroché son titre de champion du monde. Chaque modèle exposé raconte une histoire. À travers elle, c'est toute l'histoire de l'automobile que le musée souhaite faire découvrir. Wir versuchen die Geschichte des Automobils zu erzählen.
C'était sans doute l'un des paris les plus audacieux du moment dans l'univers automobile, faire renaître le nom Capri sous les traits d'un SUV 100% électrique. Le pari a été relevé par la marque américaine qui signe ici un clin d'œil assumé au passé avec une silhouette résolument tournée vers l'avenir. Nous avons pris le volant de la version la plus puissante de la Capri, 340 chevaux. Oubliez le long capot et la ligne sportive du coupé Capri commercialisé dans les années 70 et 80 sur le vieux continent. Et dites-vous que malgré le nom qui a été conservé et ressuscité, vous avez devant vous une toute nouvelle voiture. Relancer un nouveau modèle SUV 100% électrique du nom de Capri, avouez que le pari était osé. Et il est vrai que la décision de Ford a fait couler beaucoup d'encre. On ne se posera pas la question de savoir si c'est un coup de marketing réussi ou pas. On préférera s'intéresser aux impressions que ce nouveau modèle nous laissera une fois au volant. L'extérieur d'abord, avec malgré tout quelques éléments qui, de façon assez discrète, on vous l'accorde, nous rappellent le modèle originel. Les 4 phares à l'avant, la calandre noire ou encore la lunette arrière, les clins d'œil sont sympathiques et esthétiquement réussis. 4,63 m de long, 1,87 m de large, 1,62 m de haut, la Ford Capri est basée sur la plateforme MEB de Volkswagen, mais elle offre surtout un espace à bord généreux pour tous les passagers. L'absence de tunnel de transmission permet au troisième occupant à l'arrière de profiter d'un confort optimal avec une belle visibilité périphérique. Le coffre offre une capacité de 572 litres de chargement avec la possibilité de ranger les câbles de recharge en dessous du plancher à défaut de frunk, de coffre à l'avant. Notre voiture en essai, c'est la version 4 roues motrices. Puissance annoncée 340 chevaux avec 2 blocs électriques associés à une grosse batterie de 79 kWh, autonomie 560 km. Ford nous annonce 26 minutes pour passer de 10 à 80% de capacité de batterie. Au volant, les rappels avec l'Explorer sont nombreux, avec notamment un grand écran central d'infodivertissement personnalisable, écran de 14,6 pouces qu'on peut incliner avec, et c'est super astucieux, un espace sécurisé. Il y a aussi ce petit écran de 5,3 pouces pour le combiné d'instruments placé devant le conducteur. Manifestement, Ford a voulu un intérieur où l'on se défaisait du superflu pour en revenir à l'essentiel. Un style épuré, malheureusement entaché par des plastiques durs ici et là, à l'image du vide-poche où une surface antidérapante aurait été appréciée. Autre bémol, les touches tactiles de chez Volkswagen installées sur les branches laquées du volant. Ce n'est pas du tout efficace, c'est contraignant. Rendez-nous s'il vous plaît les boutons physiques. Par contre, ce qui est top, regardez, c'est l'accoudoir central. Sous celui-ci et sous les porte-gobelets se cache en fait la méga console, un compartiment où l'on peut ranger aisément un ordinateur portable de 15 pouces. Les porte-gobelets, une fois enlevés, eh bien, on peut les ranger sous la console centrale. C'est particulièrement astucieux. Plus qu'un coupé SUV, on est plutôt dans une berline surélevée. Vu le poids, 2 tonnes 1 sur cette version à transmission intégrale, on ne parlera pas d'une voiture sportive. Mais avec 340 chevaux aux 4 roues, on est à l'aise au niveau des reprises. Pour gérer la récupération d'énergie au freinage, il faut passer par le mode B, ici sur le Komodo, à défaut d'avoir des palettes au volant. Et ça, c'est dommage parce que les palettes au volant, 1, c'est plus pratique et 2, c'est plus ajustable. Mode B qui, sur cette forte Capri, ne va pas jusqu'à l'arrêt total du véhicule. Et pourtant, c'est celui que je préfère utiliser. Mieux en tout cas que le mode D qui donne l'impression de perdre quelque peu le contrôle du véhicule. Sinon, c'est confortable pour tous les occupants. C'est maniable, c'est agile avec une bonne autonomie. Bref, le comportement est très plaisant avec un couple de 679 Nm. On prend énormément de plaisir au volant avec une voiture assez joueuse. Véhicule électrique, forcément, on n'entend pas de bruit de moteur, mais excepté quelques légers bruits aérodynamiques, l'insonorisation par rapport au bruit extérieur est plutôt bonne, sans être parfaite. Question maniabilité en ville, le rayon de braquage sur cette version à transmission intégrale est moins bon que sur le modèle à propulsion, 10,80 m contre 9,70 m. Alors, que retenir de notre essai ?
Dès le moment où on fait abstraction du légendaire coupé sorti en 1971 et qu'on accepte qu'on a en main une toute nouvelle voiture de type plutôt familial, on l'aura vite adoptée. Arrivera-t-elle pour autant à faire oublier la Capri du siècle passé? L'avenir nous le dira. Si vous avez passé quelques jours de vacances du côté de Lapan, d'Ostende, de Blankenberg ou encore de Knock, vous les avez certainement croisés sur le sable, les Ford Ranger Wildtrak des gardes-côtes. Ce ne sont pas que des pick-up robustes pour faire joli, ce sont surtout d'abord et avant tout des véhicules d'intervention capables de faire face aux situations les plus extrêmes. Tout de suite, immersion à la mer du Nord. Dans sa robe Lifeguard, le Ford Ranger Wildtrak ne passe pas inaperçu et il est sans doute le véhicule de secours de plage le plus efficace pour les sauveteurs sur tout le littoral de la mer du Nord. De Lapan à Knock-East, les 10 communes qui le composent ont reçu un exemplaire grâce à un partenariat avec Ford et le concessionnaire local. Chef sauveteur à Coxide, Corneille Bouve ne tarit pas d'éloges lorsqu'on lui demande de vanter les qualités de son Ranger. Le grand avantage de ce véhicule, c'est qu'il nous permet de transporter une grande quantité de matériel sur un terrain particulièrement difficile d'accès, la plage. On peut rouler absolument partout, que ce soit dans les dunes, dans l'eau, sur le sable ou même sur la digue. C'est ça la véritable force de ce Ranger. Il est polyvalent et parfaitement adapté à nos besoins sur le littoral. Ce modèle est équipé d'un mode sable et nous en sommes extrêmement satisfaits. Il est parfaitement adapté aux conditions sablonneuses d'une plage, notamment sur le sable soufflé, ce sable léger déplacé par le vent dans les dunes. Grâce à ce 4x4, on peut maintenant le traverser sans aucune difficulté. Ce n'est pas la dernière version hybride rechargeable avec sa puissance de 281 chevaux et une autonomie électrique de 43 km qui équipe les gardes-côtes de la mer du Nord. Celle-ci les attend l'été prochain. L'actuelle est une version biturbo diesel, mais elle est aussi polyvalente et parfaitement adaptée aux sauveteurs. On a la possibilité aujourd'hui de développer des softwares extrêmement performants qui permettent d'adapter la transmission, le comportement du véhicule, le comportement de la mécanique, la réponse à l'accélérateur à des conditions très particulières comme ici où on a à la fois du sable très mou ou du sable très dur. Avec son titre de pick-up le plus vendu en Europe, on attend forcément beaucoup du Ford Ranger. Mais sa polyvalence et son aisance ont vite bluffé les sauveteurs en mer du Nord. Les plus grandes étendues de sable ne l'effraient pas, loin de là. On ne fait aucun compromis ni sur la capacité de traction ni sur la capacité de charge dans la benne et on a le véhicule le plus polyvalent mais aussi un peu le plus confortable puisqu'il est plus silencieux, plus économique, plus doux, plus souple. C'est vraiment un compromis idéal qui permet également de rouler sans émissions locales, jusqu'à 43 km. En saison estivale, quelques 1400 sauveteurs sont chargés de la surveillance d'environ 35 km de plage. Leurs Ford Rangers sont équipés d'une barre de remorquage pour tracter les canaux de sauvetage, mais aussi d'un matériel spécifique de secours. Les jumelles, un défibrillateur, un sac de premier secours et bien sûr des talkie-walkie pour rester connectés avec tous les services de sécurité. Ils nous permettent d'être en contact constant avec les services de secours. Nous sommes reliés au canal d'urgence, nous pouvons appeler un hélicoptère, contacter les secours en mer, la police, les pompiers. C'est un élément central de notre travail, rester connecté avec tous les services de sécurité. Chaque été, les sauveteurs en mer viennent au secours des plaisanciers, des baigneurs et des nombreux autres pratiquants de sports nautiques sur toute la côte de la mer du Nord. Chacune de leurs interventions est unique, en sachant que la moindre situation peut évoluer à n'importe quel moment, d'où l'importance d'être bien équipé. Le Ford Ranger Wildtrak est sans doute leur meilleure protection.
On en a discuté au début. Que faire avec les voitures? Est-ce qu'on les entoure de barrières? Est-ce qu'on les met derrière une vitre, comme on le voit souvent dans des salons ou dans d'autres musées? Finalement, on a décidé de ne rien faire de tout ça. On a fait confiance aux visiteurs. Et franchement, il faut le dire, croisons les doigts, jusqu'à présent, rien n'est arrivé aux voitures. Aucun dommage, aucune pièce disparue. Au contraire, on a même reçu un objet de plus. On a retrouvé un sextant dans l'exposition. On ne sait pas ce que le visiteur comptait en faire ici, mais en tout cas, on a maintenant un sextant en plus. Des chevaux qui galopent sur le sable pour former les chevrons Citroën, une Visa qui s'envole depuis un porte-avions, une AX qui défie la Grande Muraille de Chine et des icônes comme Julien Clerc ou Grace Jones en tête d'affiche de campagne devenue culte. Derrière ces images fortes et puissantes se cache un homme, Jacques Séguéla, le publicitaire le plus célèbre de France, qui a transformé la publicité en art et l'automobile en rêve. Le Mobility Studio est parti à sa rencontre à Paris, un échange rare signé Damien de Roanne. Bonjour Jacques, merci de nous accueillir ici en vos bureaux pour parler de votre immense carrière dans la publicité, une carrière qui doit beaucoup à un modèle, la 2 chevaux. Écoute, la 2 chevaux a changé ma vie. Moi, j'étais en train d'achever mes études de docteur en pharmacie et mon père, pour me récompenser, m'a offert ma première 2 chevaux. Et elle est là. Voilà. Et quand j'ai vu cet énergumène, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je me suis renseigné. Aucune voiture n'avait jamais fait le tour du monde. J'ai dit, on va faire le tour du monde, et ce sera en 2 chevaux. Et avec mon copain de classe, on va fêter d'ailleurs nos 85 ans d'amitié, c'est rare, hein, Jean-Claude Baudot, on s'est préparé pendant un an. Il a fallu retrouver les cartes, il a fallu avoir les visas, il a fallu avoir les autorisations, il a fallu savoir où on pouvait passer, où on ne pouvait pas passer selon les guerres locales, etc. Et on est parti pour revenir 2 ans plus tard en ayant le monde dans la tête et le bonheur dans le cœur. Waouh! Et de votre longue carrière dans la publicité, quelle est la campagne de pub qui vous aura le plus marqué, dont vous êtes le plus fier? Il n'y en a qu'une, c'est la 2 chevaux qui va plus vite qu'un jet. Le patron Citroën de l'époque, Jacques Alvé, me convoque et me dit « Séguéla, je lance une nouvelle voiture, Citroën ne va pas très bien, on est en train de perdre des parts de marché, il faut réveiller ça avec une grande pub. Sauf que ma voiture, elle n'a rien de très extraordinaire, la seule chose c'est une GTI. » J'ai dit, mais ça veut dire quoi GTI? GTI, ça veut dire que c'est vroom vroom. Faites-moi un film vroom vroom. Oui, monsieur le président. Moi, je reviens à l'agence, je réunis les créatifs et je leur dis, écoutez, on va faire ça sur un porte-avions. Waouh! Bon, mais c'est très bien, mais elle va faire la course avec le jet, mais elle va tomber à l'eau. Qu'est-ce qu'on fait après ça? J'ai dit, on la fait revenir. Et on la fait revenir comment? Sur un sous-marin. Bon. Et c'est le film. Je décroche mon téléphone, j'appelle François Mitterrand. On était quelques semaines après qu'il soit entré à l'Élysée. J'ai dit, président, j'ai besoin de vous. Venez, Séguéla, je vous donne 5 minutes. Je cours à l'Élysée et il dit, mais Séguéla, qu'est-ce qui se passe? Vous avez besoin de quoi? Monsieur le président, j'ai juste besoin d'un porte-avions et puis besoin d'un sous-marin. Il me dit, mais vous êtes fou, qu'est-ce que vous voulez faire avec un porte-avions et un sous-marin? Je lui raconte le film. Il me dit, mais vous êtes nul, Séguéla, en marketing, vous êtes complètement nul. Les Français achètent des voitures qui roulent, pas qui coulent. Donc votre film est nul et non avoué. Mais moi, il m'intéresse, parce que mes porte-avions et mes sous-marins, eux, ils ne coulent pas. Donc vous aurez votre porte-avions, vous aurez votre sous-marin. C'est tellement mieux quand les présidents, avec les sous-marins et avec les porte-avions, font la pub et pas la guerre.
2 ans seulement après son ouverture au public, le musée automobile The Low Collection, ici même à Dietz-Ulstal, a déjà accueilli plus de 170 000 visiteurs. 135 ans d'histoire automobile racontée dans ce magnifique écrin industriel réaménagé. Je vous conseille vraiment de le visiter. C'est à 3 heures de Verviers, 4 heures tout au plus de Bruxelles. On va déjà le quitter malheureusement, mais on se retrouve le mois prochain dans un autre endroit d'exception, très certainement. D'ici là, bonne route et portez-vous bien. Ciao. Autogroupe AOM, partenaire de Mobilidé.